Un gros merci à mes amis chez Popeyes qui sont les commanditaires officiels du podcast, qui sont surtout des produits que j'utilise au quotidien et qui font une grosse différence et dans ma mise en forme, dans le volet sportif, mais surtout dans ma santé en général. Puis c'est quelque chose que Popeyes essaie de faire depuis quelques années, c'est d'expliquer aux gens que c'est pas juste axé vers les personnes qui s'entraînent puis qui veulent avoir des gros muscles. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher moi. Sans blague, c'est important pour eux autres que les gens comprennent que oui, ça, c'est possible avec les suppléments qu'ils vendent, mais surtout d'avoir un focus sur la santé en général, santé physique et santé cognitive. Bonjour à tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Chiller chez Boulet. Très content de vous retrouver. Ceux et celles qui sont intéressés et qui n'ont pas envie d'attendre à tous les jeudis à la sortie du nouvel épisode, vous pouvez aller sur notre compte Patreon. Là, tous les épisodes aussitôt tournés sont disponibles. On en est très fiers de pouvoir offrir ce service-là. Je veux dire aussi à ceux et celles qui adorent ma douce voix, que vous pouvez m'écouter tous les matins de 5h30 à 9h à Week-end 99.5. À mon avis, évidemment, la meilleure radio à Montréal, particulièrement le show du matin. Extraordinaire. Et je veux remercier Popeyes, les suppléments Popeyes qui m'aident non seulement au niveau de la mise en forme, mais aussi au niveau de ce podcast-ci en tant que commanditaire officiel. Très chanceux de pouvoir les compter parmi les alliés de l'émission. Aujourd'hui, c'est un épisode que j'avais vraiment hâte de tourner. Je reçois Éric Saint-Cyr. Éric, t'es pas un visage ou un nom ultra connu dans le showbiz montréalais. Moi, j'ai lu ton livre qui s'appelle « À l'ombre du soleil », où tu parles de ton ascension dans le monde de la finance. Tu parles évidemment aussi de ton arrestation à Miami, de ton séjour en prison. Moi, je suis intéressé évidemment par ton histoire qui est particulière, mais aussi comment tu t'es relevé de tout ça. Tu sais, cette conversation-là peut aller dans 10 000 directions. On s'en est parlé en dehors des ondes. Très content que tu aies accepté. Merci d'être ici. Bienvenue. Après toutes ces années-là, est-ce que tu es encore... t'es-tu nerveux de parler de ton histoire? Tu as quand même écrit un livre là-dessus, mais j'imagine que ça réouvre certaines plaies ou... Ça arrive à l'occasion que ça me rend émotif, mais je suis pas nerveux d'en parler. J'en parle vraiment ouvertement. Quand je rencontre des gens... veux pas, c'est fascinant. Quelqu'un qui est allé en prison aux États-Unis, tout le monde a des questions. Pas n'importe quelle prison. Je les invite. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui travaille, pose des questions. Dans ma nouvelle entreprise, je fais beaucoup de B2B, donc je rencontre des hommes d'affaires sans arrêt. Puis la grande majorité, ils ne savent pas je suis qui. Là. Ils voient arriver, OK, propriétaire de telle entreprise, on s'est fait référer à toi, on voudrait faire affaire avec toi. Et à ce moment-là, pour ces gens-là, je finis toujours mon meeting en disant, écoute, si tu googles mon nom, tu vas faire le saut, fait qu'on va mettre ça tout de suite d'avance. J'envoie toujours une copie de mon livre par la suite. On en parlera peut-être un peu tantôt quand on parle du retour. Des fois, ça m'a aidé, des fois, ça me nuit, mais non, j'essaie d'être le plus ouvert possible. Puis s'il y a des gens ont des détails ou quoi que ce soit, je pense que c'est la bonne approche à prendre. Puis tu sais, pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas lu ton livre, qui nous écoutent, peut-être commençons du début. Tu as eu une ascension fulgurante dans le monde de la finance. Tu es allé aux quatre coins du monde pour permettre à des gens de croître leur patrimoine. Puis bref, est-ce que tu veux peut-être m'expliquer un peu de comment tout ça a commencé? Bon. Moi, j'ai été engagé par une grande banque à charte canadienne à la sortie de l'université. C'était à une époque où c'était difficile de se trouver un emploi. Là. Vraiment, on parle des années... fin des années 80, 83, 84, dans ce coin-là, si je me souviens bien. Et on était 1% à se faire recruter sur le campus. Wow. Fait que une des banques qui m'a offert une job, je suis devenu ce qu'on appelait un chef à l'administration. Ça veut dire que dans une succursale bancaire, à l'époque, tu avais un directeur de banque, puis tu avais quelqu'un qui était en charge de tout ce qui était administratif. Pour se rendre à ces positions-là, tu devais faire comme un mois chacune des positions en étant caissier et en augmentant là-dedans. J'ai détesté ça dès la première journée. Le milieu très strict et très structuré des banques, puis des façons de faire qui n'avaient pas changé à l'époque. On remplissait un grand livre. La technologie commençait juste à rentrer dans les banques. J'ai vu les premiers screens noirs avec l'écran vert arriver, mais je suis arrivé comme un an avant que ça commence à rentrer.
La première fois que j'ai fait de la caisse, j'ai débalancé de 2000 $. Ça nous a pris 6 jours à trouver où l'erreur était. C'est lourd, là. Le vrai bordel. Je suis quelqu'un qui a une opinion assez forte. Donc, il n'hésite pas à la partager le plus souvent possible avec respect. Ouais. Mais après les 6 à 8 premiers mois, la banque m'a rencontré et m'a menacé de vouloir me mettre dehors parce que j'étais trop vocal à ce qu'on fait versus ce qui nous était promis. C'est vraiment pas la même chose. Fait que là, tu as décidé de faire un changement. Tu sais, tranquillement, puis on saute des étapes, mais tu t'es... rentré dans le moule, j'ai continué et je suis devenu directeur de banque à 30 ans. Wow. Et à ce moment-là, j'ai commencé à 27, mais ma vraie position dans une succursale importante sur la rue Édouard-Montpetit, c'était à 30 ans. Et à ce moment-là, là, j'étais vraiment à bout, là, je ne pouvais plus faire ça. Il y a un emploi qui s'est ouvert dans une petite compagnie obscure qui était un distributeur de fonds mutuels pour les courtiers en valeurs mobilières. Toutes les marques, donc pas seulement que celui qui appartenait à la banque, mais pour l'ensemble des courtiers en valeurs mobilières, pour le Québec. Et je connaissais un individu qui s'occupait de recrutement. Puis je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça faire ça. Il m'a dit, tu n'as pas ta licence de courtier, tu n'as pas ta licence de valeurs mobilières, tu n'as rien. Moi, je lui ai dit, c'est quand que la job commence? C'est au mois de juin, mais c'est correct qu'on est au mois d'avril. Commençons le processus. Au mois de juin, si j'ai le job, je vais avoir ma licence. Il fallait que tu sois confiant à ta barouette, à tes moyens. Quand j'ai vu la brique arriver, ça, c'était une autre histoire. Ouais. La brique, à l'époque, c'était à peu près, je sais pas moi, 12-10 pouces d'épais, là, tout ce qui avait allé. Là, j'ai regardé j'étais capable d'avoir des tests des années antérieures. J'ai dit, OK, j'ai pris une semaine de vacances. J'ai travaillé pendant une semaine de temps sans arrêt. À l'époque, tu avais le droit d'aller passer le test. Si tu le manquais, tu pouvais le repasser. Je pense que c'est 3 mois après. J'ai passé le test, j'ai eu la job sans voir les résultats du test. Pendant la job, ils ne m'ont pas demandé si j'étais certifié ou pas. J'ai pas parlé. T'as pas fait exprès non plus. Et 2 semaines après avoir été sous l'emploi, ça prenait 75 pour passer, j'ai eu 76. Bravo. Ça t'enlève un petit poids quand même, ces épaules à ce moment-là. Je suis débarqué du domaine bancaire, puis je suis embarqué dans le domaine des valeurs mobilières. C'est-à-dire que moi, je présentais des fonds mutuels à des vendeurs. Je n'étais pas un vendeur né. Pour moi, c'était pas naturel de vendre. Je suis plus un introverti qu'un extroverti. Et il fallait que je sois en avant de bureaux de courtiers, qui sont des gars qui, à l'époque, faisaient du cold call à longueur de journée, se faisaient dire non 49 fois sur 50. Et donc, pour eux autres, de dire non, c'est vraiment une seconde nature parce que tu reçois le rejet tellement souvent que ça te construit une carapace. Puis, donc, moi, j'ai appris à me faire dire non très, très, très vite. Et on a embarqué là-dedans. Puis j'ai eu du succès là-dedans. J'ai été le premier à vendre pour 100 millions de fonds mutuels de cette compagnie-là au Canada. On a fait une belle croissance. Ils m'ont promu à Toronto. Donc, je suis tombé en charge de l'Est du Canada. J'avais le Québec, Toronto. Déménagé avec la petite famille là-bas. À ce moment-là, j'avais 2 filles avec mon épouse. Mais moi, j'ai toujours eu le rêve de travailler à l'extérieur. Ouais. Puis tu y es arrivé, en fait, aussi. À un moment donné, il y a une place qui s'est ouverte dans cette compagnie-là, mais à l'international. Donc, c'était pour le directeur du marketing pour la branche internationale. Il n'y avait pas de bureau à l'extérieur. Donc, j'ai réussi à me placer comme directeur du marketing à l'international. Et dans une tergiversation de la banque qui a pris possession d'un bureau d'actifs aux îles Caïmans. J'ai eu la chance, après ça, je te fais une histoire rapide plusieurs années, de me retrouver aux îles Caïmans, directeur d'un bras de cette banque-là pour la gestion des actifs. Puis là, à ce moment-là, tu sais, puis je l'ai lu parce que j'ai vraiment dévoré ton livre. Là, d'ailleurs, je veux le montrer là, pour les gens qui auraient la chance, particulièrement les gars qui aiment... c'est un peu pour ça que tu l'as écrit aussi. Là, puis tu l'as écrit à même la prison. C'est fascinant. Puis tu détailles ton ascension, évidemment, puis plein d'autres trucs. Mais... t'es autodidacte aussi dans ce domaine-là. Tu sais, t'es un passionné intense. T'en as mangé de la finance, puis là, t'avais ton espèce de pas de plan précis, mais tu savais où tu t'en allais, là. Lorsque je suis arrivé à Caïmans, j'apprenais encore. La première session à Caïmans, là, j'étais avec des professionnels de la gestion des actifs. Lorsque j'ai été à Montréal, j'ai côtoyé dans les meilleures personnes au Canada pour la gestion d'actifs. Donc, moi, j'absorbais tout ce que je pouvais parce que, dans le fond, j'étais rien que le vendeur.
J'étais pas le cerveau qui choisit les titres, ces choses-là. Je me suis, rendu compte qu'il y avait énormément de, excuse le langage, de bullshit dans ce domaine-là. Ouais. Pas nécessairement rien que dans la compagnie où j'étais, mais dans l'ensemble, là, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a souvent des marges. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que j'ai énormément appris, puis je carburais à apprendre. Donc, j'allais dans les meetings avec les gestionnaires de fonds, je posais des questions à part, je rentrais dans les meetings, je présentais le gars, les autres posaient des questions, j'absorbais tout ça, puis je me faisais mon idée, si j'avais ma propre boîte, qu'est-ce que je ferais. J'ai fait 2 ans à Cayman. La banque a ramené les opérations au Canada. Je suis redevenu au Canada. Je suis tombé le 2e de la compagnie de gestion d'actifs au Canada. C'était une super belle place, mais comme on avait été racheté par une banque à charte, je suis retombé dans le moule de travailler pour une banque à charte où moi, je ne suis pas confortable. Non. Parce que tu as décidé de partir à ton compte? Ou... Je me suis fait approcher par la plus grosse compagnie d'assurance-vie dans les Caraïbes. Et on m'a offert un pont d'or pour déménager à Trinidad et Tobago et d'aller partir un bras de gestion d'actifs pour le retail, des fonds mutuels, ces choses-là, mais avec carte blanche. Moi, j'ai dit que si je vais là, ce que j'accumule depuis 10-15 ans, je veux être capable de l'implanter de la façon que je veux. Qu'est-ce qui arrive à un... en fait, je sais exactement où je me dirige avec cette question-là, mais je me souviens plus si c'est à Cayman ou à Turks and Caicos que c'est arrivé, mais tu es arrivé là, c'était connu que tu gérais beaucoup d'actifs, que tu avais du succès aussi toi-même financièrement. Vous avez été attaqué à ta maison? C'est ça, c'est pas Turks and Caicos, c'est Trinidad et Tobago. Excuse-moi. C'est vraiment pas le même. Je mêle, parce qu'à un moment donné, tu parles de Turks and Caicos là-dedans aussi. Trinidad et Tobago, c'est si vous regardez les Caraïbes, là, tu descends la queue, là, de chez moi, je voyais le Venezuela. Donc, c'est vraiment dans le sud. C'est la dernière île de la chaîne des îles des Caraïbes. C'est un endroit extraordinaire. Tu as 51%... mettons 41% de descendance africaine, 40% de descendance indienne, puis le 19% qui reste, c'est un mix de toutes les autres places. Chinois, caucasiens, puis tout ce gang-là mélangé ensemble. Il y a 2 Miss Monde, une Miss Univers d'une île où il y a 4 millions de personnes, un pays où il y a 4 millions de personnes, si je me souviens. Les gens sont beaux, les gens sont grands, les gens sont forts. La bouffe, c'est extraordinaire, mais en même temps, tu as une criminalité qui est débordante. On connaît beaucoup la Jamaïque pour son crime, mais Trinidad, c'était pas loin derrière. Dans ces années-là, il était numéro 1 au monde pour le kidnapping. OK. Fait que moi, j'habitais dans une propriété en montagne, quand même assez près de mon bureau, mais qui était gardé donc pour rentrer dans le compound des propriétés de luxe. Il y avait un garde, mais ils sont passés la nuit par-dessus la montagne à pied. Puis le matin, quand je suis arrivé, il y avait... c'était la journée, il faut aller passer nos examens médicaux pour avoir le droit de rester long terme sur l'île. Ouais. Et quand j'ai ouvert la porte de garage, il y a quelqu'un qui courait vers moi avec une mitraillette dans sa main, me pointant dans le visage. Ça réveille raide un peu? Oui, puis ma première réaction, c'est un peu bizarre, parce que je me suis toujours demandé pourquoi, mais ma fille me suivait par en arrière, fait que j'ai couru vers le gars, au lieu de reculer. Ouais. J'aurais peut-être eu le temps de reculer puis de refermer la porte de garage. J'aurais peut-être mangé une balle aussi, j'ai aucune idée. Fait que moi, j'ai couru vers le gars en disant « Wow, là, c'est quoi ton problème? » Puis ça a donné la chance à ma fille. Puis ta fille avait quel âge? Chloé, elle avait 12 ans à ce moment-là. 12 ans, fait qu'elle a reviré de bord puis elle est allée chercher sa mère? J'en ai une de 12 ans et une de 4 ans à ce moment-là. Puis maman qui est en dedans aussi. Les 3 sont dans la maison. Ah ben ouais. C'est une gigantesque maison construite à flanc de montagne, c'est-à-dire que l'espace de vie est en haut. Là. Ensuite, tu descends aux chambres. Puis là, quand ils l'ont construit, ils se sont rendus compte que le sol n'était pas assez solide. Il a fallu qu'ils fassent un 3e étage. Donc, tu avais comme une salle de bal en bas. Là. C'était beaucoup trop gros pour nous. Ouais. À l'époque, c'était le boom de l'huile. Il fallait prendre ce qu'il y avait disponible parce que les magnats de l'huile, ils prenaient toutes les maisons d'importance. Là, on l'a attendu, on l'a eu. C'était une super belle place. Et il me rentre dans le garage, il m'attache les mains. C'est 5 jeunes hommes, 5 ou 6 jeunes hommes, 5 si je me souviens bien, qui ont entre 16 et 13 ans. Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là? Ben, sur le coup, là, tu te rends compte que tu te fais kidnapper. Il y a 2 choses qui te viennent. J'avais suivi des cours de kidnapping à mon emploi où ils disaient, si tu quittes la propriété, tes chances de survie, donc si tu pars avec les gars, tes chances de survie sont en bas de 50%. Oh boy. Si tu es capable de rester sur place, tu demeures en haut de 50%. Moi, je suis un gars de statistique.
gestion, le SEO, tout ce que je fais dans la vie, les chiffres, c'est super important. Fait que ça, ce chiffre-là, il est sorti tout de suite dans ma tête. Sur le coup, je me suis Parce que les autres, est-ce qu'ils voulaient t'amener? Ils voulaient-tu t'amener à quelque part? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mis sur le dash de la voiture. Donc, j'avais une BM fournie par la compagnie. Mais ils recassent la face sur le dash de la voiture. Puis là, il me dit, on a été engagés pour te tuer. Je comprends à peu près les accents. Je venais juste d'arriver sur l'île. C'était pas si clair que ça. On a été engagés pour te tuer. Je comprends plus ou moins ce qu'il me dit. Il me met le gun sur la tête, puis il clique. Oh, le gun, c'est-tu enrayé? C'est probablement plus une façon de me casser complètement. L'intimidation. L'urine commence à couler sur le bord de ma jambe. Tu sais. Pissé de peur, là. Je pensais pas que c'était vrai, mais c'est vrai. Ah ouais, Puis là, quand j'ai senti la réaction de mon corps, ça m'a choqué. Fait que j'ai dit, fuck, je vais pas mourir ici en pissant sous moi. Là, je me suis reviré de bord, puis j'ai dit, what the fuck do you want? Puis tout ça passait en anglais. Il a pris son gun, puis il m'en a donné un coup en pleine face. Là, ça l'a cassé l'os en dessous de mon arcade sourcilière ici. Là, j'ai probablement eu une commotion, j'ai été sonné un peu. Puis il m'a dit, appelle ta famille. Et là, j'ai appelé ma femme. Encore aujourd'hui, j'ai honte d'avoir appelé ma femme. Mais sur le coup, j'étais complètement perdu. J'ai appelé ma femme, comme de raison, elle est assez brillante pour ne pas être venue. Là, ils m'ont traîné dans la maison. Donc, ils me battaient, puis ils faisaient pièce par pièce pour essayer de trouver du cash, l'ordinateur, tout ce qui avait de la valeur. Pendant ce temps-là, cette maison-là, on avait une pièce de rangement au côté qui était comme construite à l'extérieur de la structure de la maison, dans une structure qui était disponible par une porte. Mais quand tu es dans la maison, tu as l'impression que c'est une porte qui mène vers dehors, quand ça mène vers un bâtiment qui est attaché. Mais mon épouse avait réussi à se cacher là. Et mais là, le seul cellulaire qu'il y avait, c'était celui de ma fille, qui, lui, avait plus de jus. Fait que eux autres étaient pris là. Puis à l'époque, ce qui se produisait, c'est que ils violaient les enfants, ils violaient les femmes, ils battaient les hommes. C'était vraiment, vraiment dur comme endroit. Moi, je continue mon train en les suivant. On fait le tour de la maison. On a aussi une aide ménagère avec nous à la maison qui, elle, a réussi à se cacher dans une pièce en bas puis à barrer la porte. Quand on arrive en face à cette porte-là, il me dit, rouvre la porte. Puis moi, je vois qu'elle est barrée. Je dis, c'est la salle de storage chez ma femme qui a la clé. Mes cerveaux étaient revenus. Ils disaient, on va mettre à vendre ma famille. Je suis sûr que c'est mon épouse qui est de l'autre côté. Et fait que les autres essaient d'ouvrir la porte, ils cognent un peu, il ne se passe rien. J'ai un de mes chiens de l'autre côté qui refuse de japper. Il devait sentir la peur ou quoi que ce soit. Là. Pas un son. Wow! Ça, je l'ai appris plus tard. Donc, on continue dans la maison. À un moment donné, les gars trouvent une hache. Puis à Trinidad, il n'y a pas de hache parce qu'il n'y a pas vraiment de gros arbres à couper. Là. C'est plus de la broussaille, donc c'est des machettes. Ils sont tous excités de voir une hache. Ils se mettent à jouer avec la hache autour de moi. Je me regarde les doigts. J'espère qu'on va mettre ça de côté rapidement. Ils font le tour, ils ne trouvent pas ma famille. Pendant ce temps-là, mon épouse est capable d'appeler de l'aide en rechargeant le téléphone en attendant 5 minutes. Donc, l'aide s'en vient par la montagne. Eux autres se font appeler par un checker en walkie-talkie. Donc là, tout se met à se basculer. On retourne dans le garage et ils me disent « Ouvre le coffre du garage ». Moi, c'est lui qui a mis les clés. Je ne les ai pas, je suis attaché. Là, il essaie d'ouvrir le coffre du garage par eux autres mains, mais ils partent l'alarme sur la voiture. Là, le stress, les fusils sont dans les airs, tout le monde crie. Ah ouais, parce qu'eux autres avec sont nerveux, là, sont... Ben oui, ça, ils sont tous dopés, ils sont tous à 14-15 ans. La vie d'un homme, ça tient pas à grand-chose, parce qu'il faut que tu fasses plaisir au gars pour que tu travailles l'autre bord. Puis deuxièmement, ton front cortex n'est pas développé tant que ça, là, tu penses vraiment à toi, puis le reste, c'est plus ou moins important. Moi, j'ai repris je suis redevenu un papa de famille à ce moment-là, où là, je me suis choqué, j'ai comme viré de bord. Là, je me suis défait des liens que je sentais qui n'étaient pas durs. J'ai ramassé les clés du gars. Il dit, rouvre le coffre, j'ai ouvert le coffre. Il dit, embarque dans le coffre. Là, j'ai hésité. Mon 50% m'est revenu dans la tête. Il dit, rouvre la porte de garage. J'ai ouvert la porte de garage. Puis j'avais un pied dans le coffre. J'ai pas embarqué dans le coffre. Quand j'ai ouvert la porte de garage, eux autres savaient que les autres s'en venaient. Ils sont tous partis. Ils sont partis en courant. Ouais. Là, à ce moment-là, je suis plein de sang, moi, parce qu'ils m'ont frappé une autre fois, puis j'ai du sang qui coule. Tu sais, une coupure au front, peut-être pas, mais ça saigne beaucoup. Fait que là, je cherche ma famille dans la maison. Il n'y a personne qui me répond. Je suis tout seul. Le groupe s'en vient. Le gars, finalement, il me sonne à la sécurité. Il dit, on est arrivé. Avez-vous des problèmes? On va vous aider, M. Saint-Cyr.
Fait que là, je sors dehors au gars qui vient m'aider, puis je lui serre la main. Merci d'être venu m'aider, puis c'est bien gentil. Pareil comme si j'étais dans une rencontre d'affaires. J'ai du sang partout. Les autres, ils ont l'impression que je vais tomber à terre, je vais être mort. En fin de compte, ça s'est déroulé comme ça. Je suis rentrant dedans. J'ai finalement trouvé mon épouse qui était cachée où avec les filles. Je suis rentré pour m'occuper d'eux autres un peu. Ils devaient capoter, eux autres? Ben oui. Quand de me voir capoter, il pensait que j'avais un couteau dans le dos, que je tomberais en avant d'eux autres. Ben oui. Mais l'adrénaline, elle roule tellement fort. Tu sais, as fait des sports professionnels, des tournois, des choses comme ça. Mais quand ta vie est sur le bord, là, pareil, là. Tu te détaches. Et pareil comme si tu flottais, puis à un moment donné, tu deviens super cartésien. C'est comme tout. Là, tu vois très, très, très clairement la situation. En combien de temps ça vous a pris vous remettre de ces événements-là? Moi, j'ai été super correct pendant 2, 3, 4 jours. Puis après ça, j'ai commencé à faire des flashs où je perdais la mémoire. Je conduisais en ville, puis là, je savais plus où je suis rendu. Puis là, je me suis super émotif, les larmes plein les yeux. Ça a duré 1 an probablement, à avoir des problèmes, à avoir des angoisses ou des peurs subites, à rentrer chez nous le soir, puis sortez pas du char, puis aller checker à la maison. Des peurs qui sont pas fondées, quand même que c'est une place qui est rough, là. Ça n'arrive pas à tout le monde. Tu sais, ta femme et toi, vous êtes des adultes, tu es capable de comprendre quand ça va pas, tu dois processer l'information. Mais tes 2 filles, 12 et 4 ans, comment t'es sécurises après, comment t'es rassures? Nous, on est excessivement ouverts avec nos enfants. On n'a pas là, de... Fait qu'on dit clairement ce qui s'est passé. Ça semble pas vraiment avoir créé de traumatisme. Wow. Aller en prison, ça a été plus dur probablement pour mes filles que ça. La plus jeune, elle était trop petite un peu. Là, elle m'appelait face de patate. Après ça, elle trouvait ça bien drôle. Puis la plus vieille, elle voulait avoir sa liberté. Elle était sur le bord de l'adolescence. Fait que je pense qu'elle réalisait que si c'était pour montrer un peu trop d'émotivité, on l'aurait rattraché plus proche de chez nous, de nous autres. Fait que, elle veut dire on la retenait plus parce que non, tu peux pas aller coucher là, non, tu peux pas faire ça. Au début, mais on essayait aussi de se maîtriser. Là. Outre cet épisode-là, qui en est tout un, je pense que ton passage à Trinidad puis aux autres endroits où tu as travaillé était somme toute plus positif que négatif. Tu as trippé quand même à faire ça. À ce moment-là, excuse-moi, je te pose une question, mais tu sais, on parle des endroits comme les îles Caïmans, des paradis fiscaux. À ce moment-là, ta job, c'est-tu d'aider les gens? Puis tu sais, je veux pas te mettre sur le spot non plus, mais tu sais, est-ce que tu aides des gens à sauver des impôts? Est-ce que tu les aides à contourner le fisc? Est-ce que tu sais, c'est quoi ton rôle? Parce que pour le commun du mortel comme moi, un homme d'affaires qui s'en va travailler aux îles Caïmans, tout de suite, tu fais comment? OK, qu'est-ce qui se passe? Puis on va revenir tantôt, tu parlais de moralité versus l'égalité, là, puis c'est un point intéressant. Mais toi, à ce moment-là, en quoi ça consiste? Lorsque je suis à Caïmans, je gère les actifs d'une des plus grosses banques canadiennes, Banque Charte, qui a un bureau à Caïmans, avec mon équipe. À ce moment-là, à Caïmans, tu ne demandes pas aux gens s'ils payent leurs impôts. C'est aussi simple que ça. Si dans les banques à charte canadiennes, c'est évident que quelqu'un il ne prendra pas. Okay. Il y a d'autres juridictions pour ça. Il fut un temps, les années 70-80, c'était le Far West. Il y a des îles. Tu sais, Caïmans, c'est le 5e plus important centre financier au monde maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de structures, beaucoup de choses qui se font. Donc, la plupart de l'argent que tu prends, il y a une structure qui lui permet d'être légalement offshore. Ça ne veut pas dire que la personne qui la met offshore est légale, mais ça veut dire qu'elle a fait une structure à Panama ou ailleurs qui fait que quand l'argent pénètre à Caïmans, l'argent est clean. Rendu là, clean. Il n'y a pas de problème. Ouais. À Trinidad, c'était beaucoup d'argent local. Je faisais pas il n'y avait pas d'offshore à Trinidad. Et Trinidad, c'est pas un centre offshore. Il y a 25 ou 30 % de taxes. Tu payes de la taxe sur ton salaire, etc. Donc, à Trinidad, il n'y avait pas de côté de fiscalité ou d'évasion fiscale. À Caïmans, plus, mais il y a des centres mondiaux qui sont beaucoup plus libérales dans leur approche que Caïmans pourrait l'être. Tu as vécu, tu sais, à travers ton puis tu sais, encore une fois, dans ton livre, tu le détailles super bien, cette ascension-là, mais tu sais, tu as baigné dans les hautes sphères de la finance. Tu racontes une histoire dans le livre qui est fascinante. Tu te retrouves en Chine en train d'épauler un deal de pétrole, et cette histoire-là, je veux dire, ça se peut pas. Là. Raconte-moi qu'est-ce qui t'a mené là, puis comment ça s'est passé.
J'ai quitté Trinidad parce qu'on a été victime de criminalité une troisième fois. Donc, on a eu 3 fois où on a été victime de crime. Une fois, ils ont défoncé la voiture à mon épouse pour voler tout ce qu'il y avait dedans. C'était pas la fin du monde, ça arrive même ici. Mais la troisième fois, mon épouse a coupé quelqu'un en voiture, il semblerait, puis ils ont attaqué son char avec un crowbar. Et là, j'ai pris ma décision. J'ai dit, OK, si je suis pas capable de comprendre après 3 fois, mais le problème, c'est moi, c'est plus l'île. Mm-hmm. Donc, j'ai dit, je vais quitter Trinidad. Je suis assez connu dans le milieu offshore des Caraïbes pour partir ma propre boîte à Caïmans. Puis les gens qui me connaissent vont ouvrir, puis ils vont. Donc, on a accumulé du capital. On est retourné à Caïmans, puis j'ai parti une compagnie qui s'appelle Clover Asset Management, qui était... ma première fille s'appelle Chloé, la deuxième Véronique. Donc, Chloé et Véronique, ça fait Clover. Puis Clover, c'est un signe de good luck. Mm-hmm. Ça n'a pas nécessairement été de la bonne luck. Là. On y reviendra. Ouais. Et durant cette période-là, où on a eu des bas et des bas, les bas du marché, etc., j'ai développé plein de contacts. Un des contacts que j'avais, c'est quelqu'un qui voulait acheter de l'huile pour la Chine. Donc, qui voulait acheter de l'huile pour la Chine, un de mes clients. Puis, à travers mes autres contacts, j'ai trouvé quelqu'un qui avait de l'huile à vendre, supposément à partir de l'Irak. Mm-hmm. Après que les Américains soient en contrôle de l'Irak ou quoi que ce soit. Fait que tout est beau. Il y a des échanges de papier, j'y crois plus ou moins. Mais à un moment donné, les gars ils disent « Oui, on va faire le deal, c'est bien correct, la Chine est prête à acheter. » Bon, je me fais payer un voyage en Chine pour aller faire une transaction d'huile. On va aller voir. Ça n'arrive pas tous les 2 jours, là, ça? Non. J'étais déjà allé en Chine, mais ça m'excite, toutes ces affaires-là. Ben oui. La transaction est complètement legit. Il n'y a rien de pas correct. Puis c'est super lucratif. Là. Tu fais des deals de plusieurs milliards entre les pays et les producteurs. Tu fais une fraction de pourcentage. C'est quand même plus d'argent que tu n'as jamais rêvé d'en avoir. Ouais. Puis il y a plusieurs parties de mélanger à ça. Mais... Fait qu'on s'est ramassé en Chine. Et là, les négociations avec les Chinois... Attends, mais quand tu arrives en Chine, comment tu es accueilli? Tu sais, comment, je veux dire... Ils viennent te chercher à l'aéroport. J'étais avec 2 Américains de Caïmans. Il y avait moi, il y avait notre contact de l'Égypte qui venait nous rejoindre. Puis il y avait les vendeurs, puis il y avait la Chine. Puis là, la Chine, ils t'amènent dans un de leurs buildings corporatifs. Là, et puis c'est super chic. Puis là, on fait pas affaire au début, on apprend à se connaître. T'es qui, qu'est-ce que tu fais? Puis après ça, tu vas souper, puis ça prend un coup comme c'est pas possible. Puis le premier soir, ils disent, veux-tu, c'est de la bière ou du vin? J'ai une dent pour le vin, j'adore le vin. Non, on va prendre du vin, mais c'est pas du vin, c'est du vin de riz. À vrai dire, c'est du riz distillé, c'est un alcool à friction. C'est fort. Ça, mon homme, là. Puis là, tout le monde se met à boire ça, mais ça boit comme des trous. Là, tu as un membre du parti qui se lève, qui se met à chanter, puis là, tout le monde applaudit, puis là, les assiettes, une grosse merry-go-round au milieu de la table, puis il y a pas 25 plats différents qui remplissent, puis qui changent. La démesure. C'est incroyable. Pareil, le monde fume avec des porte-cigarettes comme Audrey Hepburn dans les années 60. Oui. C'est un autre monde. Les gros cigares. Puis, mais nous autres, on est toujours un peu sur nos gardes. On sait qu'on est espionnés partout, quoi que ce soit. Ouais, sentais-tu ça? Hein? T'arrives en Chine, t'as l'impression qu'ils t'écoutent? Ou... Oui. C'est eux qui décident quelle chambre que tu as dans ta chambre d'hôtel, etc. Fait que, de toute façon, le prix, moi, je suis vraiment allé là pour être sûr que ma commission serait respectée. C'est pas à moi de négocier le prix entre les vendeurs et les acheteurs. Sauf que quand on est arrivé là, on s'est rendu compte que c'était de l'huile de l'Iran. Fait que là, on a tout baqué. Ce qui est illégal selon des traités. À l'époque, moi, je pense encore aujourd'hui, on n'a pas le droit en tant que gouvernement canadien, américain, ou de faire affaire avec l'Iran. Fait que ça a tout tombé à l'eau après ça, là, quand ça a commencé à sortir du sac, ce qui expliquait pourquoi le prix était si bon que ça. À mon avis, la transaction a eu lieu, mais j'ai pas voulu toucher à ça. Il y avait le niveau de risque était trop élevé. 2 jours après, je suis redescendu à Caïmans, pas de mine croix là-dessus. Quand même toute une expérience. Puis tu en parles souvent dans ton livre, particulièrement à la fin, parce que ce qui est le fun de ton livre, c'est qu'on suit les 2 histoires en parallèle, ton ascension d'un côté dans le monde de la finance, ton arrestation, puis le parcours en prison. Puis tu termines avec un chapitre où tu vas parler des paradis fiscaux, tu vas parler de ta vision de la finance, puis tu traces le lien souvent entre ce qui est moral et ce qui est légal.
est-ce que ça faisait partie d'une des décisions que tu as eu à prendre? Tu sais, le deal en Chine, bon, c'était pas légal, t'as backé. Est-ce que quand tu es dans les hautes sphères de la finance comme ça, tu as souvent des décisions comme ça à prendre? Premièrement, on ressemble aux gens à qui on s'entoure, on veut pas, dans le domaine de la finance. Le côté de la moralité est dicté par le fait que si c'est légal, c'est moral. Ouais. OK? Est-ce que je suis encore comme ça aujourd'hui? En partie, pas à 100%. Est-ce que je referais les mêmes choses? Fort probablement, dans certains cas, oui. Il faut aussi comprendre que les plus immorales de tout ça, c'est les gouvernements qu'on connaît. Je vais te donner un exemple. Le gouvernement canadien, autant sous M. Harper que sous M. Trudeau, signe des ententes de double taxation. Ça veut dire que c'est normal. Si tu vas vivre en France, tu vas vivre en Angleterre, puis tu vis un peu ici, à un moment donné, tu vas payer ton impôt à une place ou à l'autre. Dans l'entente de double taxation, tu ne vas pas payer des impôts deux fois. Les deux pays vont s'entendre, il va y avoir une formule, puis tu vas te retrouver avec une taxation qui va être correcte. Ouais. Mais en échange de laisser tomber le secret bancaire, le gouvernement canadien signe des ententes de double taxation avec des centres offshore. Donc avec Cayman, avec les Bahamas, ces choses-là. Ça veut dire que si j'ai une entreprise, je fais des revenus externes au Canada, je les déclare à mon entreprise aux Bahamas et je ramène le capital ici. Bien, l'entreprise aux Bahamas, elle ne paye pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt fiscal. Il n'y a pas d'impôt corporatif, puis il n'y a pas d'impôt personnel à Cayman, aux Bahamas, dans les centres offshore. Mais comme il y a une entente de non-double taxation, le dividende que je vais me repayer au Canada, il ne sera pas taxé. Il ne sera pas taxé. En échange, qu'ils sont au courant ça, que tu es là-bas. Il n'y a pas eu de taxe de payer. C'est quoi la non-double taxation? C'est zéro. Avec les Barbades, c'est 2 %. Donc, tu payes 2 % au lieu d'en payer 21, 18 ou un peu ce que c'est au Canada. Et ça favorise les très, très gros joueurs. Parce que tu peux facilement créer des structures comme ça, puis faire des centaines de millions de ce que tu fais à travers le monde, les ramener sans payer une taxe d'impôt dessus. Puis ce que tu dis, c'est que c'est hypocrite de la part de nos... Oui, parce que le gars qui a travaillé à sueur de son front, puis qui décide de le cacher au gouvernement, puis de mettre 2 millions, de cacher aux Bahamas, ben, s'il se fait prendre, ça va coûter probablement 1 million de pénalités, etc., Ouais. etc. Tandis que la corporation qui a les avocats qui ont structuré ça, c'est le même principe. Ce qu'on dit souvent en offshore, c'est la différence entre l'échappatoire fiscal et l'évasion fiscale. C'est un bon avocat. Ouais. Une bonne structure. Fait que, Puis tu traces aussi, tu fais des comparaisons à la fin de ton livre où tu parles de la sentence que toi et tes deux partenaires de l'époque ont eu versus certaines banques qui pouvaient détourner des fonds par des dizaines de milliards, puis qui, eux... il y a une banque française qui est détenue en partie par des intérêts québécois d'importance qui a été reconnue coupable d'avoir fait deux choses, du offshore et aussi d'avoir aidé l'Iran, qui ont été condamnés à 10 milliards de pénalités, mais il n'y a personne qui a fait une journée en prison. Ben non. C'était une transaction de 200 000 qu'on n'était pas au courant. Moi, je n'étais pas au courant que ça venait on peut reprendre l'histoire un peu au début. Ouais. Je suis allé chercher un excellent vendeur. Donc, quand j'ai commencé à croître beaucoup, je suis allé chercher le meilleur vendeur de l'île, un Américain, un jeune homme, gars probablement 15 ans plus jeune que moi. Et Josh, je l'ai entraîné. C'est un vendeur. C'était pas un gars qui connaissait beaucoup l'actif. Il dit, écoute, c'est pas compliqué. Rentre-les, moi, je vais les fermer. Va chercher les clients qui ont de l'argent à mettre offshore, moi, je vais les fermer. Et quand tu passes ton entrevue de départ chez toi, assure-toi que c'est pas de l'argent du crime organisé, assure-toi que c'est pas de l'argent qui vient... Terrorisme. Terroriste, c'est important, puis assure-toi que ça vient pas du crime en tout. Fait que quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, à Caïman, tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un, dans la loi, tu n'as pas le droit de dire « Hey, tu payes-tu tes impôts? Ça fait pas partie, il n'y a pas d'impôt à Caïman, donc tu n'as pas de raison à demander « Tu payes-tu tes impôts? » Et nous, on ne prend pas d'argent d'Américain direct. Fait que lui, étant qu'il est Américain, puis à l'entreprise... Pourquoi vous ne prenez pas d'argent d'Américain? C'est trop compliqué. C'est trop risqué, c'est trop... On ne veut pas l'argent des Américains. Parce que l'évasion fiscale, c'est un crime civil au Canada, si tu veux, mais là-bas, c'est un crime, c'est criminel, c'est l'enfer. Fait que des Américains, on n'avait pas. Je n'avais pas comme client. Mais Josh, lui, est Américain. Il y a 8500 contacts d'Américains. Fait qu'une fois de temps en temps, il m'en présente un, puis on n'en prend pas, on n'en prend pas, on n'en prend pas. Puis il y en a un, les gars descendent nous voir, puis c'est 2 millions, ils vont nous donner 200 000 de suite, c'est un tout petit compte.
parce qu'offshore, 200 000, c'est vraiment petit. Je l'ai refusé 6 fois. On est devenu chum avec les gars. Tu l'as refusé à cause qu'il est américain. Oui, parce qu'on ne peut pas le prendre. On ne prend pas d'argent américain. Ça, c'était très, très, très clair. On ne prenait pas. On avait dit à notre banque qu'on n'en prenait pas. On ne déposait pas de fonds qui venaient d'un groupe américain. La 7e fois, les gars ont dit, il faut que tu nous aides, Moi, l'argent... Ça se passe sur un an. Oui, ça se passe à peu près sur un an. Et là, je leur dis, regarde, parle avec telle banque à Belize. Parce que Belize, c'est le Far West du offshore. Nous, on gère les actifs de cette banque-là. Donc, eux autres, ils nous donnent un chunk de 100 millions d'actifs, puis on le gère à travers leur fonds mutuel, ces choses-là. On ne sait pas c'est qui le end client. Donc, dans le fond, ça ferait en sorte que la pression de connaître la provenance des fonds ne vous revient pas. Cette vérification-là serait faite par la banque. C'est ça. Si la banque te donne de l'argent demain matin, tu n'as pas besoin de demander d'où vient. L'argent est clean, il vient de la banque. C'est ça. Fait que ça, c'était ton safety net, ta sécurité. Ouais. Fait que j'ai dit, on va voir ces gars-là, ouvre un compte de banque avec eux. Puis eux autres, ils vont me donner le cash. Puis je saurai que le compte, tu me diras que le compte 702, exemple, ben c'est ton cash eux autres. Pendant ce temps-là, ils font ça. Puis quand ça, c'est fait, ils rencontrent Josh qui retourne voir sa famille. Ils le rencontrent dans une voiture à Los Angeles. Les gens qui ont ouvert un compte avec nous autres, qu'on ne sait pas, c'est le IRS américain. Eux étaient après l'ancienne compagnie où Josh travaillait. Ils n'étaient pas après moi. Moi, je n'étais pas dans le radar du tout. Et quand Josh se transférait chez nous, bien, ils ont suivi avec. C'est, on va essayer de pogner les deux en même temps. Et puis pendant qu'ils étaient à Caïman, ils sont allés voir une banque, puis ils ont pogné une banque aussi. Donc... tu n'as aucune idée que ça se trame, là, présentement, évidemment. Pas en tout. Dans la voiture, j'ai entendu le tape. Le gars, il dit, cet argent-là, le 2 millions, il vient d'une banque qui nous a passé de l'argent, puis pendant la crise de 2008, la banque a fait faillite, fait qu'on ne l'a jamais remboursé. C'est un crime. C'est illégal. C'est pas évident, mais c'est un crime pareil. Mais mon Josh m'a dit, ça vient pas du crime organisé, ça vient pas de la PEG, ça vient pas des terroristes, c'est correct. Fait que toi, par la banque, tu étais impliqué là-dedans? Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont dit, on ne savait pas qu'on t'arrêterait, on ne savait pas que tu serais ici, on pensait que ça serait une Josh. Mais est-ce que Josh a essayé de te le dire? T'sais, ou y a-tu quelqu'un qui essaie de te dire d'où venait la provenance de ces fonds-là? Moi, je savais que c'était une transaction de tuyaux qui s'était passé avec la Corée qui avait pas déclaré aux États-Unis. Mais il n'y avait pas d'intention criminelle. Fait que pourquoi tu as été amené dans cette histoire-là? C'est parce que y a-tu une partie de toi qui a fait l'autruche sur la provenance des fonds? Non, j'ai commis un crime. Après, pour s'assurer qu'ils me ramassaient, ils ont appelé pour nous le dire. OK. Mais là, les fonds, là, ils venaient quand même d'une faillite bancaire ou quoi que ce soit. Puis là, j'aurais dû donner j'ai retourné le cash. Je leur ai donné leur argent. Ils étaient nerveux aussi, ils voulaient que je retourne le cash parce qu'ils se sont dit, avant qu'on les bosse, on va remettre le 200 000 au gouvernement, sinon eux autres sont à risque de perdre leur job là, quand ils se mettent au bat comme ça. Ça te prouve comment ils nous faisaient confiance, qu'on n'était pas des voleurs. Quoi. Moi, en passant, ça c'est bien important pour moi. J'ai pas de clients qui ont perdu d'argent. Il n'y a pas eu de vol dans rien qui s'est passé. C'est rien qu'une question de fiscalité. Mm-hmm. Et à ce moment-là, en retournant l'argent sans avertir les autorités, je commettais un crime en tant qu'institution financière. Mettez-vous dans la peau d'un Québécois. Vous êtes directeur d'une banque à Marieville, d'une caisse populaire. Il y a un monsieur qui rentre, qui dépose un chèque d'1 million, la caissière, elle le prend, puis elle le dépose. Mm-hmm. Tu te rends compte, 3-4 jours après, que c'est de l'argent qui vient du crime organisé, des Hells Angels, peu importe. En tant que directeur de banque, tu n'aurais pas dû le prendre, tu l'as pris, tu es inconfortable. Est-ce que tu appelles les autorités ou est-ce que tu appelles le monsieur et tu dis, viens prendre ton cash, on ne le veut pas. Ouais. La réalité, c'est qu'en pratique, la plupart du temps, en pratique offshore, tu redonnes toujours l'argent. Puis tu gardes, sac ton camp et reviens plus. C'est ça. Mais ce que tu aurais dû faire légalement. C'est ce que j'aurais dû faire. C'est là que j'ai commis un crime. Ça m'a pris des mois à comprendre ça en prison. Moi, je ne voulais pas plaider coupable. Ouais. Puis mes avocats, ils ont eu de la misère à m'expliquer ça, où j'ai pas voulu l'entendre, là, parce que même je m'astinais que l'autre. Puis à un moment donné, il a dit, écoute, tu vis d'une maison sur le bord de la plage, le monde n'a pas payé leurs impôts, comment tu penses que le jury va te percevoir? En plus, tu as un accent français quand tu parles. Fait qu'il n'y a rien sans merci, de ton bord. Là. Ça va être très difficile. On va faire 13 ou 20 ans. J'avais 3 chefs d'accusation de 20 ans chacun. Mais là, je suis dans une prison où c'est que ça brasse fort. Ouais. Je suis une minorité visible. Ça fait longtemps que je suis une minorité visible. Moi, ça me dérange pas. Mes enfants ne voient même pas la couleur des gens. Mm-hmm. On a passé tellement de temps dans les îles, etc. Mais là, je me suis rendu compte que la culture noire américaine, la culture noire des Caraïbes, c'est deux mondes. Là.
Ouais. C'est comme... Avant qu'on parle de ton séjour en prison puis des décisions difficiles que tu as eu à prendre, là, tu l'as mentionné, il a fallu que tu plaides coupable. Puis même encore, selon ce que j'ai lu, là, c'est quelque chose qui est dur à porter, là, mais tu n'avais pas le choix. Mais le 12 mars, c'est le 12 mars 2014 que tu es arrêté à Miami. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. Parce que toi, tu t'en vas là faire un deal. Moi, je m'en vais faire une présentation. En plus, ils me disent, on t'amène d'autres investisseurs, etc. On veut que tu nous fasses une présentation, comment ça fonctionne. Fait que je me présente dans une... puis ma banque, moi, Belize, elle me dit, oh, il y a les Américains, on va les prendre. Fait que moi, je suis correct partout. On se présente au Ritz, South Miami. Méchante belle place. South Beach, oui. On reste pas là, nous autres, on prend un petit hôtel pas cher. Parce que c'est notre argent. Ouais, c'est ça. Moi puis Josh, les choses vont bien. Dans les dernières semaines, on est rendu à 14 institutions financières. Des compagnies de trust ou des petites banques à travers les Caraïbes qui nous ont engagés pour être leur gestionnaire. On reçoit 1 million d'actifs par semaine environ. Ah, barouette, hein? Les revenus là-dessus, nous, en gros, c'est à peu près 2% avec le trading par année. Donc, tu as 50 millions, 2%, tu fais 1 million, mais 50 millions l'année prochaine, il va en valoir 60, là, à peu près. Puis tu as un autre 50 qui rentre, tu es rendu à 110. Le composé, c'est pour ça que en gestion d'actifs, tu es payé 24 heures sur 24, 365 jours par année. Mm-hmm. Monte, descend. Fait que la vie est bonne, là. Oh, j'ai une propriété sur le bord de la plage. Je travaille, mais je travaille pas 12 heures par semaine. Notre pitch de vente va bien. On est capable de fermer à peu près n'importe qui qu'on rencontre. Puis notre nom est très, très, très vu très positivement. Fait que les choses sont super bonnes. Je rentre, on commence la présentation. Et pendant que je suis là, la porte défense, où il ouvre la porte avec Fragra, il y a 12 gars qui rentrent avec des gilets pare-balles, des mitraillettes. Puis là, ça crie, te foutent sur le mur, ils te mettent les menottes, ils te bassent. Après ça, moi, je faisais rien de criminel. Donc, j'avais pas de plan B. La prison, moi, je suis quelqu'un qui a toujours un plan A, un plan B, puis un plan C. Là. Si ça marche pas, on va faire ça. Si ça marche pas, on va faire ça. Ouais. Mais j'ai pas de plan pour la prison. Là. Je suis arrivé là tout nu. Moi, les gars qui se font ramasser en prison, la plupart du temps, c'est un criminel endurci, il sait déjà, il va avoir son avocat, tout va être prêt si jamais il m'arrive quelque chose. Rien. Toi, t'es pas préparé à ça pendant tout, là, maintenant? Première chose qu'ils font, ils m'amènent dans une chambre d'hôtel. Là, ils vous séparent les trois, là, tu sais. On s'est jamais reparlé. Moi, à ce jour, hein? Josh, on s'est jamais reparlé. J'ai reparlé à Patrick Poulain quand on était tous les deux revenus au Québec. Là. Il y avait l'avocat, il y avait un avocat des îles Turques et Caicos qui était impliqué, c'est lui qui faisait la structure. Et donc, ils m'amènent dans la chambre, puis là, ils te font peur, ouvre ton ordinateur, mets ton mot de passe. Si moi, je donne les restaurants, bon, à ce moment-là, moi, je suis bon, OK, ils vont me faire peur, puis ils vont me laisser aller. Je sais pas ce que Josh a déjà dit. Si moi, je donne les noms de mes clients, je suis passible d'emprisonnement en retournant à Cayman. OK. Parce que moi, je fais partie du secret bancaire des îles Cayman. Mais à ce moment-là, quand tu as l'IRS qui te détient, il n'y a pas comme une... tu es encore passible d'emprisonnement si tu... c'est pas le même pays, hein? Tu as les États-Unis et les îles Cayman, c'est deux pays complètement différents. Aux îles Cayman, si tu brises le secret bancaire, tu dis c'est qui tes clients, tu es passible d'emprisonnement. OK. Là, aux États-Unis, mon dilemme à moi, c'est si je dis pas c'est qui mes clients, je suis passible d'emprisonnement. Je suis probablement passible d'emprisonnement. Bon. Là, tu es pris entre les deux. Là, je me suis dit, je le donnerai pas tout de suite, on a le temps de venir voir. Ouais. Puis là, il commence à dire, ouais, mais l'autre, tu parles déjà contre toi. Là, c'est vraiment le dilemme du prisonnier. Moi, je suis dedans. Là. OK. Le premier qui va vouloir travailler avec nous autres, il va avoir une bien meilleure peine que les autres. Non, je parle pas. Ouais. J'ai dit, je vais-tu être libéré à soir? C'est vendredi. Non, ça au moins passer le week-end en prison, là, parce qu'il n'y a rien qui se passe le vendredi après-midi, puis ça va aller au lundi matin. En prison? Prison. En prison, hein? C'est-tu malade? Je ne vais pas en prison. Puis là, ils me descendent dans le gros, pas l'Econoline, mais le gros... Une espèce de cargo, parc noir. Non, ceux qu'on voit dans des films de détectives. Le GMC, le plus gros. Là. Ils me mettent en menade. Puis là, ils me font asseoir en arrière. Puis là, tout le monde se met à parler de week-end. Qu'est-ce que tu as en fin de semaine? Puis tout. Puis on s'en va à la prison de Miami.
C'est la Miami, en plus, qui doit être assez rock'n'roll. Oui, c'est pas pire. Qui est pas mal au centre-ville de Miami. Mais là, ils me processent, donc ils me mettent dans une cellule. Là, ils viennent te chercher, passent des entrevues. Ils veulent savoir beaucoup si tu es alcoolique, parce que la seule drogue où ils vont te traiter, c'est l'alcoolisme. Si tu es sur l'héroïne, ils vont te mettre dans une pièce, puis ils vont te laisser là pendant une semaine, puis ils vont te ressortir après. T'en mourras pas. Un alcoolique sévère, si tu enlèves puis tu compenses pas, il peut mourir. Ouais. Fait que là, ils veulent pas se faire accuser. Fait que là, non, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Puis là, ils me mettent au trou. Ils me descendent dans le sous-sol, ils rouvrent une porte, c'est sale, c'est dégueulasse. Et toi, tu te dis à quel point je suis pas un danger dans la vie, tu sais. Ah, ben là, après ça, tu t'en rends compte, c'est parce qu'ils veulent que tu parles. Ouais. Fait que là, ils me mettent dans le trou. Moi, je voulais vivre dans le sud. Mon premier driver, c'est que j'ai toujours froid. Moi, il peut faire 120 dehors, je suis super bien. Je peux aller faire mon jogging là, à 11h30 l'après-midi à 100 degrés, puis je trouve ça extraordinaire. Ouais. Je suis un lézard. Je déteste le froid. Puis il me blasse l'air climatisé, là, il doit faire 50 dans la pièce. Il n'y a pas de couverture, rien, puis il me laisse là toute la nuit. Là, j'ai commencé à écrire mon livre. Sur un bout de papier, j'avais un papier que j'avais rempli, j'avais laissé le crayon dans mes poches, puis j'ai commencé à écrire avec ça. Ils m'ont mis la Chine. Donc, ça pas là, c'était beige. Là. C'était une espèce de 2 morceaux beige. Et le matin, je suis allé pour mon arraignment, là, pour déclaration de quoi je suis accusé. Puis est-ce que j'ai besoin d'un avocat ou est-ce qu'on va m'en fournir un? Moi, je sais rien. Ils ne m'ont pas laissé faire d'appel. Tu n'as pas le droit de faire un appel à longue distance. Mon épouse est à Caïman. Elle ne sait pas je suis où. Ça fait 24 heures, je suis pas en contact avec ma famille, ce qui arrive jamais. On se parle 3-4 fois par jour. Oui. Je m'en vais là. Là, la peur, tantôt on parlait de pisser dans ses culottes. C'est la première fois de ma vie que les genoux se mettent à... Non, la deuxième fois de ma vie, c'est arrivé en bateau. Une fois, les genoux se mettent à me coller. Je suis pas capable. Je tremble d'une façon... Je suis pas capable de rester. Ouais. Je passe en avant du juge, j'ai personne avec moi, tu es complètement tout seul. Là, puis il y a plein d'une lignée de criminels. Donc, ils te mettent, pour commencer, ils te mettent des chaînes aux pieds, mettent des chaînes à la taille, ils accrochent tes mains après les chaînes à la taille. Là, tu descends dans un deuxième sous-sol, puis peut-être 1 kilomètre ou 1,5 kilomètre plus loin, c'est le palais de justice. Tu es en dessous de la terre. Puis là, tu marches avec des petits pas de grand-mère parce que les chaînes sont trop courtes. Ça fait super mal parce que les chaînes coupent le tendon de tes pieds en arrière. À un moment donné, tu développes des trucs. Ça se peut pas traiter le monde de même. Moi, non. On est comme une série d'animaux. Tout. Puis toi, ça défie toute logique aussi à ce moment-là. Tu fais, je suis dans un rêve. Comment je fais pour sortir de là? Ben là, en temps de 24 heures, ta vie a bousculé. Là. Ce que tu étais, tu n'es plus. Tu n'existes plus. C'est un numéro. En fait, tu as un numéro. Puis quand le gars te donne ta carte, il dit apprends-les par cœur parce que maintenant, c'est ton numéro. Puis quand on te demande de t'identifier, c'est ton numéro, c'est ça. Là. Fait que... Puis, veut pas, les gars qui sont là, en prison, là, il y a 2 sortes de monde. Il y a les gens qui sont dans dope, en bonne partie parce qu'ils en prennent aux États-Unis, mais pas nécessairement parce qu'ils en revendent. Puis il y a les criminels endurcis. Puis ces 2-là, la plupart du temps, ils sont déjà allés en dedans. Ouais. Fait que le récidivisme est très, très, très fort. Puis la prison, j'ai l'habitude de dire que c'est un sport de pauvre. C'est un sport de pauvre, c'est un sport de couleur. Les gens en prison qui sont incarcérés sont en très, je dirais 80% noirs, 15% latinos, puis 5% caucasiens. Puis t'en parles dans ton livre aussi de la business de la prison aux États-Unis, là, que c'est comme un... Oui, les prisons privées, là, font de l'argent avec toi. Fait que s'ils te mettent dans le trou, c'est plus payant, le gouvernement paye plus. Ils ont des quotas à garder aussi, fait qu'il faut qu'ils... Ils se font donner du... Ça, c'est drôle, ils se font donner des... Dunkin' Donuts, exemple, va leur donner du poulet qui est passé date congelé. Nous, on reçoit les boîtes de poulet congelés, on regarde la date, c'est passé date de 6 mois, 1 an, mais il est congelé, c'est pas la fin du monde. Eux reçoivent une déduction fiscale parce qu'ils ont fait un don. L'autre, ça ne coûte rien pour son poulet qu'il leur passe aux prisonniers. Puis c'est qui va se plaindre des prisonniers? Tant que ça ne fait pas un émeute ou une grève, à un moment donné, on a fait une grève, là, les gars ont tout arrêté de manger, le niveau de la bouffe a augmenté un petit peu. Mais c'est une business. C'est une business de A à Z. Le procureur, un procureur de la couronne, dans l'essence, est supposé travailler à faire jaillir la vérité. Moi, le procureur de la couronne, il m'a dit, on sait que vous n'êtes pas coupable du crime qu'on vous engage, vous n'êtes pas une shop de money laundering, vous n'avez pas rapport avec ça du tout, on sait que vous ne prenez pas les Américains, on s'est trompé. Mais si vous êtes coupable, vous n'êtes pas coupable de ça, vous êtes certainement coupable de d'autres choses. Fait qu'on vous rentre pareil, puis on va faire un exemple de vous autres.
Ouais, ben moi, si vous regardez en 2015, la demande de fonds. Bon, premièrement, le IRS, lorsqu'ils saisissent des fonds, ils peuvent les garder. Donc, c'est un gouvernement dans le gouvernement. Donc, s'ils font une saisie ou s'ils mettent une amende à une banque, 10 milliards, ben, ils gardent dans le fonds eux autres pour. Donc, le gouvernement devient plus fort parce qu'il y a plus de cash. Ah oui. Et dans la demande de fonds du IRS ou gouvernement américain de 2015, qui est présenté en avant au Congrès américain, je suis mentionné en page 22. Là. Ils prennent, dans notre lutte contre le crime, on a arrêté 3 individus. Puis ils commencent par parler par nous autres. Puis après ça, tu as une liste de 22 ou 25 institutions financières, des banques de renom, qui ont payé 1 milliard, 2 milliards, 500 millions de frais. Mais personne d'autre qui met en arrestation. Mm-hmm. Nous autres, c'est comme, regarde ce qui est arrivé à ces gars-là. Si tu ne craches pas le cash, ça oui, va t'arriver à faire chose. Si tu es directeur d'une banque qui est capable de cracher 100 millions, ben, au lieu d'aller en prison, c'est pas ton argent, c'est l'argent de la banque. Tu dis, OK, on va faire une entente, puis on va le signer. Là. Mais le petit Québécois qui est là-bas, ben. Parce que là, après ça, toi, c'est ça. Là, après ça, on t'a transféré dans chez Alexandria. Oui, là, ils voulaient m'avoir près d'eux autres parce qu'ils voulaient que je témoigne. Finalement, tu es toujours attaché de la même façon. Donc, j'ai même donné des cours en chaîne aux agents du IRS parce que, excusez, au début, ils me disaient, ce que tu dis, c'est pas vrai. Je leur ai dit, non, il y a des trous dans votre loi. On les exploite. Exemple, si tu détiens des barres d'or en barre à l'intérieur d'un coffre-fort, eh bien, tu n'as pas besoin de les déclarer au fisc. Parce que dans les années 70, lorsqu'on a arrêté de payer l'argent avec l'or, le gouvernement comme dit, ben l'or, c'est un produit qui n'a pas de valeur. Donc, si tu détiens de l'or en barre, tu n'as pas besoin de déclarer. Mm-hmm. Donc, trouve un compte de safe, trouve un coffre-fort aux Caïmans, tu mets 3 millions, 5 millions, 10 millions dedans de barres, tu ne commets pas un crime en ne le déclarant pas. Mm-hmm. Tu pourrais le faire, puis tu serais obligé de le déclarer, puis tu ne le déclares pas, tu commettrais un crime, mais votre loi a un trou qui permet de faire ça. Ouais. Fait que toi, tu les as coachés un peu pendant ce temps-là. J'ai donné des cours. Puis là, ils m'ont amené mon ordinateur, puis là, je travaillais avec mes 2 doigts sur l'ordinateur, puis je disais, fais ci, fais ci, fais ça. Ça t'a-tu permis de te négocier une sentence plus douce? T'sais? Oui, on négociait fort, là. Fait que quand j'ai décidé de plaider coupable, là, on s'est mis à tomber en négociation. J'ai fait buster un ring de dope aussi en prison. En prison. Ça, je peux pas dire que c'est ça que je suis le plus fier, j'en parle dans le livre. Mais la réalité, c'est que quand tu es là et tu vois ta famille qui est à l'extérieur, là, les gars qui veulent vendre de la dope en prison, c'est le problème. Oui, je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour que je sorte. Et puis ça prend de l'humilité pour se l'avouer. La beauté de la prison, c'est que tu as 1 an à faire de l'introverti. Fait que tu apprends à connaître c'est quoi tes bons côtés, puis tu apprends à connaître c'est toi tes mauvais côtés. Tu sais jusqu'où tu es prêt d'aller, puis jusqu'où tu n'es pas prêt à aller. À ce moment-là, tu sais pas que ça va être 1 an non plus. Non, là, je fais 20 ans. Beaucoup d'incertitudes. Je fais 10-15 ans. Comment tu finis par parler à ta famille à travers cette période-là? Caroline, ça doit être un des appels les plus difficiles à faire. Je croise Josh dans le passage où quand on va témoigner à un moment donné. Puis là, on s'échange. Je trouve que j'ai dit tantôt, on ne s'était pas parlé, mais on s'est parlé, là. C'est là la dernière fois. Puis lui, il me dit, j'ai parlé. Lui, étant donné qu'il est américain, il était capable d'appeler son père. Puis son père a appelé sa femme qui était à Caïman. J'ai parlé à Amanda, elle a parlé à ton épouse. Fait que c'est là que mon épouse s'est même trouvé un avocat. Puis à un moment donné, un avocat qui s'est présenté. Puis là, j'ai eu le droit d'appeler, puis une structure, ces choses-là. Comment ça s'est passé avec la famille, Ben, mon épouse a dit on va demander le divorce tout de suite. Puis là, elle ne savait pas parce qu'elle se faisait dire que j'étais un criminel, qu'on avait des millions offshore, ces choses-là, ce qui est absolument faux. Ça, c'est super tough. Là. Puis à un moment donné, ben, je parlais plus à quelqu'un. Son neveu, dans le fond, qui est un adulte, là, avec qui je suis très près. Souvent, elle était prête de me parler, elle était trop émotive, qu'elle parlait avec lui. C'était tough, là. Je savais pas si on resterait ensemble ou pas. On est encore ensemble aujourd'hui. Okay. On a passé à travers ça. Dans le livre, j'en parle pas trop. Mon côté privé, je suis pas resté. Ouais. Finalement, on est toujours demeurés ensemble. Je suis content. Bravo, content de l'entendre. Ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, de un, tu vis toutes les émotions de rentrer en prison, d'essayer de processer ce qui s'est passé. Ta femme t'annonce qu'elle quitte.
tu vas te sentir tout seul en tabarnouche. Là. Ouais, il faut que tu restes en vie. Hein. C'est la jungle là-dedans. Là. Ouais. Tu connais fait pas beaucoup en même ça. temps. Tu fais quoi? Ah, c'est un over. T'es complètement Tu le mentionnes dans le livre, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi, c'est que l'environnement dans lequel t'es mis, c'est tout sauf quelque chose qui va t'aider à t'améliorer en tant que personne, ce qui devrait être un peu le cas, les gens qui commettent des crimes. Puis tu l'as toi-même dit, à un moment donné, tu te sentais devenir agressif, alors que toi, tu es quelqu'un de plutôt cartésien dans la vie. Fait que, parle-moi de cette espèce d'environnement-là, puis comment sournoisement ça s'installe, puis que tu fais comme Chris, je suis plus capable. T'sais. Ben, premièrement, s'il y a des jeunes qui cherchent une job et qui voient qu'il y a des jobs de gardien de prison, de disponible ou quoi que ce soit, allez pas là. C'est vraiment l'enfer comme job. Les gens deviennent très, très gris, très ternes, très, très frustrés. Veux pas. Tu es avec des criminels à longueur de journée. Il n'y a pas de fenêtre la plupart du temps. C'est tough. Fait qu'eux autres deviennent très amers. Fait qu'ils traitent tout le monde de la façon qu'ils se sentent. Fait qu'à chaque fois qu'ils ont moyen de t'enlever un privilège, de très baisser, c'est très, très dur pour l'ego. Ça m'a pris probablement 3 ans à sortir, après ma sortie de prison. Peut-être même, ça m'a pris de connaître du succès en affaires une deuxième fois, puis d'être capable de faire ce que je fais aujourd'hui, pour de recommencer à être qui je suis. Ouais. Parce que tu te sentes coupable ou pas, quand tu sors de prison, tu es un gars qui était en prison, puis tout le monde est un gars qui était en prison, puis il y a bien du monde qui ne gêne pas pour te le dire. Ouais. Quand tu recommences en affaires, puis il y a du monde qui t'ont dit oui, puis que tout commence, puis que tu racontes ton histoire, puis qu'après ça, ils te disent non, ben là, tu te dis, ben, je devrais-tu le cacher ou pas? Mon épouse, moi, tu ne parles pas de ça. Non, je peux pas. Il y a 10 millions de pages dans Google, moi je connais ça un petit peu. Là. Ah. Tu googles mon nom, là, tu vois qu'il y a 10 millions de pages où mon nom est mentionné. J'ai fait la première page du Wall Street Journal. Je pourrais me cacher. Puis ça fait partie de moi. Je vais parler de quoi si on va prendre un verre. Ouais. Un gros trou dans ma vie. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? Bon, ouais, j'étais gestionnaire d'actifs, puis aujourd'hui tu fais du SO. Ouais. C'est un drôle de move de carrière, ça. Hein? Ouais. T'as raison, mais je pense que tu fais bien de le mentionner. Puis les gens qui vont rester, puis ceux qui vont quitter, ben ça sera comme ça. C'est le bout que tu contrôles pas. Tu vas avoir fait, grosso modo, 1 an de prison. Tu vas avoir été transféré un petit peu partout. 367 jours. 367, exactement. Puis tu vas finir avec... c'est ça, tu vas avoir eu le temps de négocier ta sentence qui était plus clémente que ce que tu avais anticipé. Ouais, mais même là, le procureur a demandé pour 31 mois. Ouais. Mais on dit, parce que tu as travaillé avec nous autres, parce que tu as été ouvert, parce qu'on sait que tu nous mens pas. Merci. Moi, je ne savais pas que vous me mentiez pas, parce qu'ils m'ont menti pas à peu près. On va me demander 31, mais on va te laisser la chance de plaider. On ne dira pas, on a un deal à 31. Mm-hmm. Fait que moi... J'ai plaidé en avant du juge. J'avais écrit ça, c'est un texte. C'est le texte le plus important que j'ai écrit de ma vie. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire au juge? Tu peux pas dire « je me sens pas coupable ». Faut que tu montes du remords, quoi que ce soit. Mais je voulais pas jouer le mélodrame non plus de dire je voulais pas me flageller publiquement. Il fallait vraiment prendre la barre. Et le juge m'a donné 14 mois. Avec bonne conduite, ça donnait 12 mois. J'ai fait 1 an, 367 jours. Puis, tu sais, quand tu sors de là, parce que je veux, ton histoire est fascinante, puis en même temps, on a couvert, puis d'ailleurs, on va faire un tirage aussi pour ceux qui veulent lire le livre. Eric a été assez gentil pour en amener, pour que d'autres puissent profiter de cette histoire-là. Mais j'aimerais ça qu'on parle du après, parce que c'est quelque chose qui me... je suis curieux de savoir, tu sors de là, tu as l'impression que c'est écrit dans ta face que tu as fait de la prison. Clairement, tu peux plus retourner en finance. Oui, puis non, j'ai pas de dossier criminel au Canada. Fait que j'aurais pu, mais je recevais même des appels des gens qui voulaient que je travaille avec eux autres, mais c'est évident que les gens qui voulaient que je travaille avec eux autres, c'est pour faire des affaires que j'aurais pas voulu faire au Canada. Ce que tu fais au Caïman, tu le fais au Caïman. Au Canada, je peux pas te donner de conseils fiscaux, puis ça me tentait pas, puis j'avais perdu la piqûre. Ouais. Mais légalement, j'aurais pu aller rechercher une licence puis tomber un planificateur financier. Ça serait chercher le trouble un petit peu aussi, quand même. Ben, c'est ça. Tu sais, le gars, je connais ça. C'est dingue que tu connais ça, si tu retombes dans le domaine,
les gens qui vont venir te voir, ils vont venir te voir parce que tu connais ça. Ouais. Puis là, tu as parti une autre entreprise, une de SEO, référencement sur le web. C'était plus long que ça, oui. J'ai passé un an à viroiter. J'ai été vraiment... Le livre finit pas bien. Là. J'étais très, très dépressif pendant un bout. Là, ça filait pas bien. Ce que j'ai pas écrit dans le livre, là, ma phrase la plus importante que j'ai pas écrit dans le livre, parce que c'est venu après que j'ai publié le livre. À un moment donné, en partant, tu as l'euphorie. Tu es sorti de prison. Tout est beau, tout est extraordinaire. Puis là, l'hiver pogne. Puis là, ton épouse va travailler, tu es pogné tout seul chez vous. Ouais. Puis là, tu n'as pas rien à quoi te rattacher. J'avais le livre à écrire au début qui m'a tenu du temps. Lorsque j'étais en prison aussi, j'en parle pas dans le livre, ça tu vas trouver ça intéressant. Parce que tu as eu Geneviève récemment, là, de Sushi à la maison. J'ai discuté avec ma fille, moi, elle est chef exécutif. Elle était chef exécutif à Dubaï à l'époque. Après ça, elle était aux îles Vierges britanniques. Puis on parlait au téléphone ensemble. Puis moi, j'avais la chance de lire sans arrêt en prison. Quand j'écrivais pas mon livre, je lisais. Je travaillais de 3 heures le matin à 9 heures le matin dans la cuisine. Puis après ça, c'est lecture toute la journée où je m'entraînais. Je courais puis je lisais. Et je lisais le Wall Street Journal puis le New York Times d'un couvert à l'autre. C'est extraordinaire, la quantité d'assommage. On n'a pas le temps de faire ça dans nos vies ordinaires en prison, je l'avais. C'était l'apogée des Uber et des Airbnb de ce world à ce moment-là. Là. Aujourd'hui, les gens sont plus critiques, mais c'était vraiment là, l'ouverture des marchés pour l'économie de cycling economy ou peu importe, d'économie où tout le monde peut participer et faire ses choses. Et moi, je suis un amateur de cuisine. J'adore manger, mais j'adore faire la cuisine aussi. Hein. Dans le livre, j'en compte, j'ai gagné le meilleur chef aux îles Caïmans. Mais j'ai jamais été un professionnel. Là. On est des amateurs, puis ça paraît quand on fait la cuisine qu'on est des amateurs, mais on aime ça, on mange bien, puis on aime se payer à la traite. Et en parlant avec ma fille, l'idée nous est venue de faire un Airbnb pour les chefs à domicile. Quand je suis sorti de prison, j'ai lancé ça avec un copain. C'est pas moi qui l'ai lancé, c'est ma fille. C'est l'entreprise à ma fille. Moi, je travaille pour elle. Ça s'appelle là, Mium Mium? C'est Mium Mium. Donc, si vous faites chef à domicile aujourd'hui devant votre ordinateur, là, pas mal n'importe où vous êtes au Canada, vous êtes le premier ou le deuxième. On est maintenant dans 75 pays. On a environ 5000 chefs en ligne. Ça demeure une start-up, mais c'est une entreprise qui a une belle croissance. Et moi, je la gère, cette business-là, parce que je dois ça à ma famille, je dois ça à ma fille, puis je fais des choses pour ma deuxième aussi, parce que j'ai un sentiment de culpabilité. Là. On est monté bien gros, puis ils sont tous redescendus par la suite. Et j'avais Mium Mium, ça m'a donné un coup là, de structurer ça. Après ça, Mium Mium veut pas une nouvelle entreprise, ça plateau, ça devient stable, ça ramène pas assez d'argent pour ce que ça dépense, tu brûles les capitaux que tu avais ramassés pour le mettre en place, puis là, ça stagne un bout. Et j'ai commencé à travailler à 14 piastres de l'heure la nuit. Je faisais des kiosques dans les centres de foire. Tabarnouche. Fait que, mais parle-moi de leçon d'humilité, hein? Il y a quelques années, t'es en Chine sur un gros deal de pétrole. Je suis Denis Lévesque dans la journée pour promouvoir mon livre, puis après ça, je rentre pour un chiffre de 12 heures à 14 piastres de l'heure pour faire des comptoirs. C'est tough, hein, Chris. Partir à 9 ans, mais non, c'est ça. T'as beau dire ce que tu veux, là, ton ego, là, il est rendu tout petit. Et je fais ça pendant quelques mois. Il y a un bonhomme qui m'a donné une chance, avec qui j'étais allé à la polyvalente avec. Que moi, je me souvenais même pas de lui. On a joué au football ensemble. J'ai joué un peu au football. Ah, okay. Lui, il a lu mon livre. Puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à monter un plan d'affaires. C'est essayer de connaître ça. Il m'a appelé, il disait, tu peux-tu m'aider pour 2 semaines? Je suis rentré dans son start-up. Puis je suis resté là pendant 2 ans de temps. Pendant ce temps-là, Mium Mium a commencé à prendre du poids de la bête. Et on se faisait approcher pour faire le référencement d'autres personnes. Regarde, si tu es capable d'amener Mium Mium en haut. Parce que moi, ce qui est arrivé avec Mium Mium, c'est que je n'étais pas capable de prendre l'entreprise à te louer puis de dépenser pour faire du Google Ads parce qu'on n'avait pas de capital. Mm-hmm. Je rencontrais des gens, le SEO, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est le référencement web. C'est lorsque tu fais une recherche sur le web, d'être capable d'être le plus haut possible pour recevoir des clients, des leads sans que ça ne te coûte rien. Et je parlais avec des firmes, on s'est dit on va mettre un budget de côté, mais tout le monde à qui je parlais n'était pas capable de m'expliquer comment ça fonctionnait. Je trouvais ça bien frustrant. Fait que je me suis levé les manches, puis j'ai fait comme en gestion d'actifs, puis j'ai appris le SEO de scratch.
J'ai passé des années, puis je m'excuse beaucoup aux premiers clients que j'ai eus parce que je n'étais pas si bon que ça. Mais je suis devenu... j'ai rencontré un groupe de testeurs aux États-Unis. En SEO, il y a 2 branches du SEO. Il y a la plus grande branche, c'est la religion du SEO. Google est descendu sur cette terre avec ses tablettes, puis tu as le droit de faire ça, puis tu n'as pas le droit de faire ça. Puis tout le monde suit ça. On parle à une machine. On ne parle pas à un gouvernement, on parle à une machine. Mm-hmm. Pour comprendre une machine, il n'y a rien de plus facile. Si tu pèses sur un bouton, puis ça te donne un bonbon en bas, mais tu sais que ce bouton-là, il va toujours te donner un bonbon tant que la machine est pleine. Right? Ouais. Donc, nous, on teste. Si je mets le mot-clé à tel endroit sur une page où il n'y a pas de mots, il y a que des lettres ou quoi que ce soit, est-ce que mon mot-clé va ranker? Si je le fais sur 5 pages, je le mets à tel endroit sur une page, puis pas aux autres places. Laquelle score le plus? Qu'est-ce qui score le plus? Ça, c'est un test de base. Ouais. Mais des tests comme ça, on a au-dessus de 300 de faits. Okay. Et maintenant, on a des outils, je pourrais te compter ça un peu plus quand on parle du SEO, mais qui sont vraiment, vraiment poussés, qui me permettent de prendre du SEO scientifique. Fait que moi, que Google me dise n'importe quoi, je peux te dire c'est quoi les 3 facteurs les plus importants en ce moment. Ouais. Puis c'est ce qu'on fait. Donc, pour revenir à ça, avec Mium Mium, il a fallu que j'apprenne le SEO. Il y a un bonhomme qui m'a donné un coup de main dans sa start-up pendant 2 ans de temps. C'est pas de sa faute, mais on s'entendait pas à la fin parce que c'était pas mon entreprise. Quand tu travailles à ton compte, tu te mets à travailler pour quelqu'un d'autre. À un moment donné, ça accroche. Ça accroche, ça ne marche rien que pas parce que je voulais prendre des décisions comme si c'était ma business. Puis sais-tu quoi? C'était pas ma business. Fait que je suis parti à mon compte. En 2019, on a démarré l'entreprise. Puis aujourd'hui, on fait du billing dans les 7 chiffres. Le business va très bien. J'ai 20 employés, j'en ai 6 à temps plein. Le reste, c'est des contractants. S'il y a des jeunes qui cherchent des jobs, qui veulent apprendre le SEO, on les part de scratch. Je ne veux pas quelqu'un qui connaît ça. Oui. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui a un esprit analytique puis qui aime écrire. Puis, bravo de t'être remis ça à map. Puis dis-moi, tu sais... clairement, tu es quelqu'un d'intelligent, tu as été capable de monter dans les hautes sphères de la finance, tu es capable maintenant de décortiquer, prendre les aptitudes qui t'ont permis de te rendre là puis de l'appliquer ailleurs. Tu tripes-tu autant? Autant, oui. Ouais. Le SEO, admettons que tu as une page. As-tu moins de pression aussi? J'ai l'impression, moi, je me mets toujours, j'ai toujours de la pression. Je me réveille la nuit ou quoi que ce soit. Le compte de mon client, il avance pas. Là, il va pas nulle part. J'ai une centaine de clients en ce moment-là. Et donc, la pression, je me la mets. Donc, il n'y a pas moins de pression. C'est pas vrai. Quand tu as un client qui a bien de l'argent, tu te rends compte que dans la journée, tu as perdu la valeur d'une propriété. Tu viens de perdre 250 000 de son portefeuille. Tu te couches le soir et tu te dis, c'est quand même 250 000 $. C'est mes décisions à moi, c'est personne d'autre, c'est moi. Je vais peut-être la regagner le lendemain, là, mais ça, c'est des pressions qui sont dures. Mais en SEO, j'ai des petits clients aussi que si j'ai un impact pour eux autres, ça transforme leur vie. Là, pour Mium Mium, Chloé elle reçoit 40 000, 50 000 visiteurs par mois. Il y a une start-up à Montréal où on est rendu avec du 300 000 visiteurs par mois sur le site. Assez qu'ils viennent d'ouvrir en France pour les États-Unis parce que le trafic, il vient de n'importe où. Si ton produit est rien canadien, ben, tu vas te chercher d'autres marchés parce que tu reçois de la clientèle. Fait que la pression est toujours là. Ça dépend quel genre de caractère que tu es. Moi, à l'intérieur de moi, le hamster, il roule tout le temps. T'es un gars qui veut performer. T'es un gars qui veut gagner, puis ça se voit tout de suite. Mais tu sais, je trouve ça le fun, puis je trouve ça important de parler de l'après, puis de... Il y a beaucoup, j'imagine, qui doivent se joindre entre les 2 oreilles. Tu sais, tu parles de la honte que ça a engendré. Aujourd'hui, est-ce que tu en vis encore? Comment tu le gères? J'imagine que c'est par moment que ça repop, puis là, tu dois apprendre à jongler avec ça. Tu sais, parce que j'ai l'impression, à la fin de ton livre, que je te sens un peu amer quand même. Dans le livre, je suis très amer à la fin. Je suis plus comme ça. Ouais. J'ai repris ma joie de vivre. Ouais. Je suis un bon vivant. Okay. Mais c'est ça, comment tu vis ça, les up and down aujourd'hui, avec ça? Je me fuel avec ça. Moi, là, je me pose la question avec mon entreprise, est-ce que je veux devenir le joueur le plus important en référencement? On a une formule que, à mon avis, personne d'autre au Canada fait, au point de vue de la recherche. On aurait une position où on pourrait dominer le marché. Je veux-tu faire ça? Puis, parce que là, je travaille 12 heures par jour, 6 à 7 jours par semaine, je prends presque pas de break. Les gens disent, tu vas faire un burn-out. Tu fais un burn-out quand tu n'aimes pas ce que tu fais. Ouais. Moi, j'aime ce que je fais. C'est pas un burn-out. J'aime ça. Je me lève le matin, je regarde mes positions, puis je me dis, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. J'ai jamais assez de temps pour le faire.
Mais est-ce que je veux construire, garder ma business comme elle est là, on a une belle rentabilité, la qualité de vie quand même pas mauvaise, on voyage, on a une super belle propriété, ou est-ce que je veux clencher ça puis aller chercher 10, 20, 30 millions de revenus annualisés, puis avoir une armée de gens, puis structurer ça pour que tout le monde, tu sais, il faut que tu sois capable de passer ton savoir, puis de créer une machine ou une personne qui n'a pas tes connaissances et qui a d'appliquer ce que tu fais. Puis tu l'as mentionné aussi, un employé n'aura pas la même motivation que le cofondateur, tu sais, ou que le fondateur. Je les nomme actionnaires. Moi, mes meilleurs employés deviennent actionnaires. OK. Moi, je crois beaucoup à l'actionnariat. Là. Ils sont libres, ils travaillent d'où ils veulent, quand ils veulent. Ouais. Moi, le mouvement des nomades, je supporte ça à la planche. Va donc, je le dis, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ouais? En Thaïlande, pendant la COVID, t'es misérable. Ah ouais, c'est Québec. Va te promener, fais ce que tu as à faire. C'est moi qui parle au client. L'interface client, c'est moi. Fait que j'en ai un qui s'en va en Belgique. J'en ai une qui... J'ai 5 bras droits. Là. J'ai divisé ma compagnie dans 5 sphères. Je leur ai toutes donné le leadership de chacune de ces sphères-là. Et je gère le tout, puis je fais le SEO qui est complexe. Mais je les encourage beaucoup, beaucoup. Puis je les nomme actionnaires. C'est quoi la... Tu sais, tu t'es remis sur la map, puis c'est génial. C'est quoi la différence entre le Eric d'aujourd'hui puis celui de 2012, là, du 12 mars 2012? Là, ou 11 mars, mettons, quelques jours avant? Là. Je suis plus peureux. Je suis plus nerveux, parce que je sais qu'on peut tout perdre en 24 heures. Je ne savais pas ça, moi. À ma tête, j'étais imbattable. J'avais des up and des down. Ça te rend-tu insécure, dans le sens où c'est ça? Oui, ça me rend plus insécure qu'avant, mais je me bats contre ça. J'essaie vraiment de... Tu sais, je me suis dit, j'y vas-tu à ton... Moi, je ne savais pas t'étais qui. J'ai très peu de culture québécoise, là. Quand je suis revenu au Québec, il m'en a manqué. J'ai quand même passé pas loin de 15 ans de ma vie à l'extérieur. Quand je suis revenu au Québec, à part ma petite déprime, le reste du temps, je travaille. Je trouve que les sources d'information aujourd'hui sont très difficiles à trouver. Des sources d'opinion, il y en a partout, mais peux-tu savoir ce qui se passe? Essaye de trouver ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine en ce moment. Ouais. Pas ce que toi t'en penses. Je peux-tu savoir ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine? C'est difficile. Fait que j'ai décroché beaucoup de tout ce qui est information. Puis, on s'en va où avec ça? Je suis insécure? Oui, je suis insécure, mais... Tu te questionnais à savoir si tu voulais venir sur le show ici, c'est ça. Parce que je me suis dit, bon, je sais que j'ai gagné. Le livre a été publié en 2017. Là, ouais. Ça fait 5 ans. On en a vendu pas mal. C'est ça qui m'a permis de me remettre au monde. Je m'en sers énormément comme marketing aujourd'hui. Je le donne à tous mes nouveaux clients. Les gens apprennent à me connaître. Ça crée un lien parce que les gens ont l'impression qu'ils me connaissent avec mes défauts et mes qualités. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai regardé un peu ton profil. Ta clientèle est probablement beaucoup, beaucoup plus jeune que ce à quoi je m'adresse habituellement. Je suis probablement le plus vieux, un des plus vieux qui est pas venu sur ton show. Mais les gens qui lisent mon livre, ils ont tous dans la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Mais il y a de quoi de fascinant, tu sais, puis t'as bien, je veux pas dire jouer là-dessus, mais aussi, tu sais, le titre, Paradis fiscaux, des mesures et d'échéances. Déjà là, tu fais, OK, qu'est-ce qui se passe là? T'as des histoires qui sont arrivées, t'as une feuille de route qui est vraiment particulière. Puis tu l'as bien exprimé. Tu sais, c'est ça, je t'ai posé la question aussi avant qu'on rentre en ondes tantôt. T'avais-tu un ghostwriter? C'est toi qui l'as écrit. Tu l'as écrit de la prison, puis tu l'as édité toi-même avec ton éditrice aussi. Moi, j'ai écrit le livre au complet. Je l'ai publié par moi-même sur Amazon. J'ai vendu 200 copies en partant. Mais je savais que c'était pas un produit fini. Là. Cette version-là avait 500 pages, puis cette version-là avait les vrais noms des vraies institutions et des vrais noms. Il n'y avait pas de légal qui était passé en arrière. Et j'ai envoyé un script. J'étais allé dans Wikipédia, j'ai sorti toutes les maisons d'édition, j'ai envoyé un script à tout le monde. J'ai eu 3 qui me sont revenus, 2 qui m'ont fait une offre. J'ai pris l'offre de la courte échelle, la courte échelle qui fait les livres pour enfants. Il y a une division pour adultes qui s'appelle Parfum d'encre. Et je voulais vraiment avoir la version en anglais, cependant, ce qui n'est pas arrivé. On l'a lancé. On a eu une couverture médiatique correcte. Mais eux s'attendaient à en vendre plus que ça, je suis pas mal certain. Le problème, c'est difficile. C'est un livre qui, sans faire la promotion du offshore, fait la promotion de la liberté d'être capable de vivre offshore.
je me suis jamais caché, moi, qu'il y a des qualités de vie qui sont meilleures qu'au Québec. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui déteste le nationalisme, peu importe le pays, mais de se penser qu'on est le nombril du monde, peu importe où qu'on reste. Les cultures entre humains sont différentes, mais un homme, c'est un homme, peu importe où ce qui est. Puis, tout ce concept-là, les gens devraient quasiment être forcés à voyager. Tout le monde devrait apprendre l'anglais, au moins l'anglais. Mes enfants, moi, sont trilingues. Tu as tellement plus de valeur à ce moment-là. D'opportunités aussi, puis après ça, de compréhension de ce qui se passe ailleurs, puis ça devient... Ton cerveau ça change. donne une perspective aussi, tu sais. Quand tu manges la bouffe des autres, tu vis dans leur soulier, que tu es une minorité visible, que tu rentres d'un party, tu es le seul blanc, ça crée un inconfort qui te permet de mieux comprendre le party que tu rentres au Québec, puis il y a un gars qui est noir, puis qu'il soit venu au monde ici ou pas, il se dit, je suis un peu différent. Puis ça, il faut être en mesure de comprendre ça. Puis je pense que ça a fait de mes enfants des humains qui sont plus groundés, qui ont plus d'ouverture d'esprit. Puis j'espère que moi, ça me donne une meilleure ouverture d'esprit aussi. Puis aujourd'hui, je trouve ça difficile. C'est tellement dur de donner ton opinion, c'est blanche ou noire sur un sujet sans t'aliéner 50, 60, 80% de la population. Ah, mais là, ça, c'est un pattern qui revient souvent ici sur le show. Là, c'est une drôle de période depuis 2 ans, particulièrement où, avec la COVID, les gens ont été encore plus devant leur écran, insécures, stressés, puis une opinion ou un commentaire va être pris hors contexte, puis là, ça peut faire boule de neige, ou tu en comprends une certaine partie, tu comprends pas l'essence de tout ça, fait que ça peut aller loin, mais excuse-moi. Je suis content de t'avoir rencontré. Y a-tu quelque chose qu'on n'a pas traité, que tu aimerais qu'on discute? Y avait-tu quelque chose que tu veux plugger? Ta compagnie SEO? Si vous cherchez des gens qui font du SEO scientifique, qui sont capables de vous expliquer comment on peut vous aider à ranker, prostarseo.com. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement avec moi dans le coin droit, prostarseo.com. Le nom a été déterminé par un ordinateur parce que c'est très bon d'avoir le mot SEO ou boisson non alcoolisée dans son nom, de façon à être en mesure de mieux se positionner. Pour le reste, le livre est encore disponible sur Amazon si vous voulez avoir une version digitale. Si vous voulez. Si vous voulez en avoir un, communiquez avec moi, me fait plaisir de vous en envoyer. Il m'en reste quelques-uns. Puis on va en faire tirer ici. Merci beaucoup de les avoir amenés. Puis je l'ai lu, ton livre. Il est très, très bon. Puis c'est ton livre qui m'a donné le goût de t'inviter. J'apprécie ton ouverture, ton authenticité. Merci beaucoup. Puis... là, tu m'as parlé d'Atypique là, sur le référencement tantôt. T'es pas fier de nous autres. Là, fait qu'on va peut-être devoir se reparler pas de trouble, éventuellement. Merci de m'avoir invité. Fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Puis merci tout le monde d'avoir écouté un autre épisode. Je vous rappelle que les épisodes sont disponibles sans attente sur notre compte Patreon. Vous pouvez m'écouter tous les matins de 5h30 à 9h avec Mélanie Ménard à Weekend 99.5. Vous pouvez aller magasiner vos suppléments chez Popeyes. Je vous rappelle que c'est pas juste pour les gars rasés, musclés. Ça peut l'être, mais pour les personnes aussi qui veulent juste peut-être se rebâtir un petit système immunitaire avec tout ce qui se passe, allez écouter les experts là-bas. Ils sont pas mal mieux équipés que moi pour vous en parler. Merci tout le monde. Bonne journée.